Dire, tu as dit l'IA comprend. Est-ce que vraiment l'IA comprend ? Là, on arrive sur quelque chose d'assez inédit. J'ai décidé de lancer un podcast sur le vibe coding, donc très niché, mais j'espère que vous allez aimer. Et donc, j'ai 2 invités avec moi qui vont vous présenter un peu leur approche autour du vibe coding. Et j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Et donc là, on se retrouve, c'est une première pour nous. Ce que je vous disais, c'est que on doit être parmi les premiers à avoir ce format de podcast sur un sujet qui clairement va être une disruption dans les prochains mois, voire années. En fait, semaine par semaine, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne sais même pas où donner de la tête en IA. Et là, on est sur un sujet très particulier dans l'IA. On est sur le vibe coding. Et j'ai absolument voulu vous rencontrer, Amir, Olivier, parce que, en fait, vous avez fait un truc de dingue, mais franchement, on en laisse un peu pour plus tard. Et en fait, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Vas-y, Amir. Ouais, écoute, moi c'est Amir, du coup je suis développeur de carrière et au niveau de l'éducation aussi. C'est là où j'ai rencontré Olivier pendant mon master à la Sorbonne. Donc c'était une éducation, enfin c'était un master plutôt management, data, etc. Et de là, moi, après, j'ai fait quelques boulots. J'ai commencé chez L'Oréal en tant que chef de projet Data et BI. Ok. Donc, c'était vraiment au tout début aussi, un peu de l'IA. On commençait déjà à utiliser ChatGPT 3 et 3.5 déjà à L'Oréal. Déjà, ouais. Ok. Et les managers, ils faisaient déjà tout leur PowerPoint. On n'est pas en retard en France. Ouais. Ok. Et de fil en aiguille, après, j'ai fait quelques projets perso qui ont plus ou moins marché. Et récemment, j'ai ouvert du coup Captelier avec Olivier. Ok. Donc, qui est un SaaS, donc on va vous en parler après, d'enrichissement d'email et de numéro de téléphone. Ouais, pas de souci, on va en reparler. Et en parallèle, je suis aussi consultant data et IA chez Pulsa Conseil. Ok. Et donc là, clairement, on fait des diagnostics. En fait, nous, nos clients, principalement, c'est des PME, des petites industries, dans tout 200 employés. Et on leur fait en fait un diagnostic data et IA dans le sens où on fait une audit de leur... leur process actuel, en fait, comment ça se passe au niveau de l'informatique chez eux. Et on se rend compte qu'en France, il y a une grosse disruption aussi dans les industries où les gens ils sont encore 30 ans en arrière, sur papier, il y a des gens qui ne savent pas encore utiliser d'ordinateur, etc. Ok. Et du coup, voilà, c'est hyper intéressant parce qu'on voit en fait la différence en fait qu'il peut avoir dans la perception de l'informatique, de l'IA et de la data. D'accord, ok. Et nous, on vient avec l'État, en fait, on est subventionné pour leur faire cette diagnostic. Et à côté, si ça match, on lance le processus avec eux, quoi. Ok, super. Voilà. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à l'informatique comme ça en tant que développeur ? Petit, tu faisais quoi ? Tu vois ? Alors petit, moi j'ai commencé très tôt, à 2 ans, je jouais déjà sur un ordi. Age of Mythology. Ouais, à quoi tu jouais à quoi ? Age of Mythology. À l'ancienne. Ouais. Et non, moi honnêtement, c'est de famille. Hein. J'ai un père qui était pionnier plus ou moins du NLP. Trop bien. Donc depuis les années 92, 90, il est un peu, on va dire, dans l'IA, le NLP, tout ce qui touche à ça, le big data surtout. Natural Language Programming. Et voilà, exactement. Ouais. Et de fil en aiguille, je me suis toujours un peu intéressé. Avant, j'étais plus axé design. Franchement, j'ai appris à coder seulement depuis 2022. D'accord. Je vais être honnête, c'est très récent. Ok. Mais ça m'a passionné et puis ça m'a toujours passionné en réalité. Ok. Ouais, tu étais déjà dedans avec et tout. l'IA, maintenant, on apprend tellement vite que clairement. Voilà. Alors, attends, ça c'est intéressant. Tu es en train de me dire qu'avec l'IA, tu apprends. Ouais. Ok. Dans le sens apprendre, c'est pas comme apprendre comme on apprenait à l'époque, un langage ou quelque chose. Clairement. Mais je sais pas, par exemple, juste pour Captelier, j'ai construit ça en fait avec tellement de langages différents, React, TypeScript, JavaScript, Python, j'en passe. Et alors qu'à la base, je suis issu que d'une formation Python. Ouais, donc en fait, de fil en aiguille, j'ai appris en fait avec l'IA, pas apprendre à coder clairement, mais du moins apprendre à comprendre, on va dire comment ça marche dans les grandes lignes et comment pouvoir actionner des choses, etc. Clairement. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, parce que je me rappelle quand j'ai commencé en 2022, il y avait pas encore, il y avait GPT, mais on n'était pas encore. Bien sûr, non, c'était pas des assistants. Exactement. Clairement, il fallait aller chercher ta ressource là où tu pouvais. Et j'ai un peu appris à coder comme avant les gens ils faisaient. Donc il fallait rechercher sur Internet, sur les forums. Ah, t'as pas connu toi le site du zéro à l'ancienne. Ah non. Open Classroom aujourd'hui, dédicace. Et franchement, ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Mais là aujourd'hui, tu discutes, tu as une réponse, en fait, tu réfléchis finalement strat, produit. Plutôt que... Mais vas-y, on va pas spoiler la suite. Clairement, vas-y. Olivier, alors, toi ? Alors moi, rien à voir. Moi, je suis pas un tech, je suis du marketing. Une formation de marketing. Ok.
Et donc, j'ai ouvert un collectif marketing. Donc, on faisait de la formation, du coaching. Donc, je faisais intervenir des directeurs marketing de grands groupes comme D'accord, de L'Oréal. Et j'ai toujours été passionné par le marketing, par le fait d'ouvrir des boîtes, de lancer des projets. Et je me suis dit, tiens, il y a une opportunité avec Captely. Donc, j'ai voulu rentrer dedans. Et je connais très bien Amir. C'est un ami à moi depuis 3-4 ans. Et je sais qu'il est très bon. Il est très, très bon. Très, très, très bon. Donc, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, ouais, Amir, j'ai besoin d'un dev pour lancer le projet. Il m'a dit, ouais, je te fais confiance, vas-y, on lance. Go, let's go. Vous avez lancé ça il y a combien de temps? On a lancé ça il y a pas longtemps, hein. Il y a 7 mois. Ouais, 6 mois, on va dire. 6 mois. Il y a 1 mois, on cadrait un peu le projet. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, quelle est la direction à mener. Et après qu'on a fait ça, on est parti. On est parti. Vraiment un sprint. Sprint de 3-4 mois. Et il y a... Je dirais 3 mois de développement pur. 3 mois de développement pur. Mais aujourd'hui, vous avez une stack complète. Vous êtes 360 extensions. Vous avez le SaaS. C'est pour quand l'application mobile? Bientôt, là. Bientôt. Ça arrive. Ok. Ouais, mais là, on essaie de rentrer et de dépasser la concurrence. D'une part par le prix, mais également par les fonctionnalités. D'accord. Donc, chaque semaine, on essaie de développer de nouvelles fonctionnalités. On essaie de co-construire avec les clients. Donc, quand il y a un client qui nous dit, tiens, j'aimerais ça, on le développe. Alors, rentrons directement dans le produit. Aujourd'hui, clairement, Captely, c'est quoi? C'est Full and Rich, c'est un Lemlist. Vous allez concurrencer ces gars-là? Donc, nous, finalement, en fait, les départements marketing et commerciaux ont des soucis. Donc, les commerciaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au téléphone toute la journée, ils envoient des mails. Et finalement, les fournisseurs, les providers actuels, Casper, du Lusha, du Drop Contact, trouvent 50% de mails. Donc, ça veut dire qu'une personne sur deux, on n'arrive pas à le contacter. Et donc, nous, on résout ce problème-là. On arrive à trouver 85% de mails. 85%. Et plus de 70% de numéros de téléphone. Et surtout, pas des numéros de téléphone erronés, des numéros de téléphone vérifiés. Et donc, nous, c'est ce qu'on fournit à l'utilisateur, au client. C'est la possibilité de trouver 85% de mails, 70% de numéros de téléphone, un prix défiant toute concurrence avec des services annexes. Donc, nous, on scrape LinkedIn, on scrape Sales Navigator. On peut trouver les mails et les numéros de téléphone depuis un Google Sheets. On s'intègre au CRM. On essaie de développer des fonctionnalités annexes. C'est clairement du gros hacking. Ouais. Ok, d'accord, ok. Non, on essaie on est customer-centric. Customer-centric, vraiment, partir du besoin du client pour développer une suite d'outils, une suite de fonctionnalités qui viennent lui faire gagner du temps. Donc vraiment, le cœur du projet, c'est la couverture. On a la meilleure couverture en termes de mails trouvés, de numéros de téléphone trouvés en France, entre guillemets. Et peut-être après dans l'Europe, mais pour l'instant, en France, on est bon. Ok. Mais vas-y. Pour encore un peu plus simplifier ce qu'on fait, pour quelqu'un un auditeur qui n'est pas forcément un peu dans le gros hacker, parce que moi aussi, c'est pas du tout ma formation. Du coup, moi, c'est un nouveau monde pour moi. Je ne connaissais pas du tout. Mais pour faire simple, en gros, si vous avez une liste avec des prospects où il y a juste une colonne avec nom, prénom et entreprise, vous mettez en fait ça dans notre site web et puis base. automatiquement et ça va vous enrichir. êtes capable d'aller crawler toutes les bases pour aller récupérer numéro de téléphone, email. Très très clair. C'est ça l'enjeu, quoi, en gros. Mais en fait, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça en vibe coding que plutôt venir embaucher un dev front, un dev back, un data Le coût. Le coût, ouais. Le coût, clairement le coût. Non, donc on a voulu se lancer ce projet. À la base, c'était un set project. Donc on avait un petit budget alloué au projet. Et c'est vrai que sans IA, on n'aurait pas pu le lancer. Donc il me semble qu'un projet comme ça, sans IA, ça doit coûter entre 40 000 et 60 000 euros. Minimum. Et donc nous, on a dépensé 10 000 euros. 10 000 euros pour lancer. 5 000 euros dans l'IA purement dans le développement. On a dépensé sur 5 000 euros d'API usage. 5 000 euros d'usage API, vas-y. En 3 mois pleins. Et bon, honnêtement, sur ces 3 derniers mois, j'ai cravaché des 10 heures, 12 heures par jour des fois. Donc c'est vrai, c'était un utilisage intensif. Mais honnêtement, en 3 mois de charbon, on va dire tout seul, je trouve que ça a fait le taf de, je sais pas moi, une équipe d'une cinquaine, de 5-6 devs sur 6 mois, quoi. Tu donc, vois, c'est à toi seul, gain d'argent. Et avec pas tout non plus, j'avais pas toutes les compétences full stack, on va dire, que j'ai maintenant grâce à ça, tu vois. Attends, moi j'ai regardé un peu, il dit qu'il est pas full stack, mais carrément il y a un design dessus aussi. Le design, il est incroyable. Donc je sais pas où t'as été chercher l'IA designer, mais ça fonctionne très très bien. Non, incroyable. Bon, en tout cas, Captely, vous pouvez aller voir ça en production. Mais je voulais en revenir surtout à cette approche autour de l'IA. En fait,
Quand est-ce que tu t'es dit, il y a un truc, moi, je vais me mettre à faire du vibe coding, clairement, parce que je sens que il y a un truc. C'est quoi qu'est-ce qui a eu le déclic? Par quoi tu as commencé? Bah, écoute, moi j'ai pas commencé avec le vibe coding, j'ai commencé tout bêtement, tu vois, en mettant des petits prompts sur ChatGPT, ça me sortait du code, avant même qu'il y ait Codex ou ce genre de choses. Et c'était très bien, mais j'ai réalisé que pour des projets un peu plus conséquents, il y avait des descriptions, des fois il se trompait ou il oubliait carrément des choses, etc. Donc, hallucination. L'hallucination, enfin, tous les problèmes qu'on a pu rencontrer, c'est ça. Et de fil en aiguille, je me suis renseigné avec Olivier, on a regardé un peu, on avait vu, il y avait Klein, j'ai commencé par Klein. Voilà. Ok, qui est une extension. C'est ça. Dans VS Code. Exact. Ok, après, VS Code qui est l'éditeur de code pour les développeurs. C'est ça. Et après, de fil en aiguille, j'ai vu que Klein, c'était très bien, mais j'ai rencontré Cursor. Et là, je suis tombé amoureux, littéralement. Ok. J'ai vu ça. Lui, il a très peur de Cursor. Ah ouais, il faut que tu m'en parles de Cursor. Elle est consommante. Ah ouais, ça a consommé. En termes de coûts. On est à quel prix là? On est à combien? On est à 2 000 € par mois là. Entre 1 500 et 2 000 €, ouais, c'est ça. 2 000 balles par mois. Après, sur les 3 derniers mois, ouais. Bon, après, un développeur, clairement. Après, en fait, moi, tu rapportes ça à la TJ. C'est ça. En fait, moi, je vois. Exactement. En fait, je vois je connais les TGM moyens, tu vois, des développeurs, on va dire, ils sont autour de 500, 600 € par jour. C'est ça. Il y a plein de youtubeurs qui en parlent. C'est ça. 500 € par jour à gagner en tant que développeur. Et en fait, quand je vois que tu t'exploses 1 500 € ou 2 000 € par mois dans un pays, c'est 3 à 4 fois moins cher qu'un salaire d'un développeur. Et là, on parle que d'un développeur. C'est-à-dire, si imaginons on en a 3-4, ça. Exactement. Donc en vrai, c'est cher, entre guillemets, mais c'est gratuit aussi. Donc, voilà, en fait, quand tu pèses le pour et le contre. Dis pas trop c'est gratuit. Il y a plein de gens qui sont écolos là derrière la caméra. Ils vont pas trop aimer. Non, mais il faut qu'on parle de l'éco-responsabilité sur l'IA. Bon, on en reviendra dans un autre podcast, mais c'est pas le sujet ici. Mais voilà, il y a plein de sujets là-dessus. On pourrait en faire des tonnes. C'est ça. Mais ok. Mais pour revenir sur Cursor, en fait, ce qui m'a poussé, c'est voir en fait que toute l'arborescence du projet, on arrive à la voir et que l'IA comprenne limite mieux que toi ton projet. Et ça m'a paru fou, en fait. Il y a un truc qui est dingue que tu viens de dire. Tu as dit l'IA comprend. Est-ce que vraiment l'IA comprend? Clairement, oui. Parce que, pour toi, tu es persuadé de ça? Par mon expérience, du moins sur Captely, j'ai vu vraiment qu'il a compris notre vision. Oui. En fait, moi, à la base, je vais essayer de simplifier un peu. Comment j'ai commencé, en fait, j'avais même pas idée de comment faire l'architecture. Est-ce que microservice, est-ce que quelque chose d'autre? Du coup, j'ai simplement demandé à GPT, je lui ai expliqué notre projet, Captely, blablabla. En fait, il m'a fait tout un prompt avec toute une architecture déjà définie, etc. J'ai copié-collé le prompt, je l'ai mis sur Cursor, et ça a déroulé. Et ça déroule. Et donc, c'est... En YOLO mode, j'imagine? Ouais, au début, ouais. Là, j'ai laissé tourner, franchement. YOLO mode, c'est un mode qu'on peut activer dans Cursor. Et là, en fait, il s'arrête plus. Il continue tant que tu as du crédit, il y va jusqu'à arrêter de terminer sa fonctionnalité. Ça a été implémenté aussi dans tous les autres, Claude Code notamment avec le permission mode, mais on en reparlera. Mais oui, vas-y. En fait, ça a déroulé littéralement et on le laisse tourner. On voit en fait que la qualité du produit il est incroyable quoi. Derrière, qu'est-ce qui nous sort en fait, c'est limite industry grade quoi. En fait. Ok. Donc, voilà. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de méthodes aussi. Moi, j'en parle pas mal sur LinkedIn autour du vibe coding. Le fait de toujours démarrer par de la planification. Il y a des initiatives aussi de développeurs qui ont créé des groupes autour de l'AI Dev Driven qui donnent aussi toutes leurs petites astuces sur un Discord gratuitement. Dédicace à Alex. En fait, aujourd'hui, on voit un truc complètement naissant. On est dans un univers où aussi beaucoup de développeurs sont sceptiques d'aller sur de l'IA. Il y a beaucoup d'objections. Moi, je me suis longtemps bagarré sur le fait qu'on me dise oui, non, mais l'IA a beaucoup d'hallucinations. L'IA, tu maîtrises pas ton code. Aujourd'hui, c'est quoi ton avis là-dessus? Je pense que c'est pas vraiment fondé, plus dans le sens où ces gens-là n'ont pas encore exploiter tout ce qu'on propose en fait avec l'IA. Ils l'ont pas essayé encore. Tout ce qui touche au MCP, tout ce qui touche au contexte. MCP, pour rappel, c'est Anthropic qui a sorti ça il y a quelques mois, voire années. C'est le fait de pouvoir mettre à disposition une sorte de boîte à outils à son LLM qui va pouvoir aller exploiter n'importe quelle autre source tierce
qui est à jour en fait. Et notamment, il y a une initiative Context 7 sur GitHub qui répertorie finalement toutes les librairies de développeurs. Et tu as un MCP Context 7 qui va te permettre d'aller regarder les dernières nouveautés sur les derniers langages pour que le LLM qui va coder soit au courant des derniers langages. Ça, c'est un exemple de MCP. On peut inventer n'importe quel MCP. Moi, j'en ai créé quelques-uns et je crois que tu en as utilisé aussi. Récemment, j'ai implémenté Sentry. Sentry, d'ailleurs, en regardant un de tes posts, honnêtement. Et Sentry, c'est un outil pour loguer. C'est ça. Voilà. Et franchement, ça m'a impressionné à quel point ça récupère vite toutes les issues, tous les events, etc. Ça les récupère hyper simplement. Pour le moment, j'ai fait ça avec Cursor. Petit à petit, je vais le mettre avec Claude Code pour vraiment l'automatiser de A à Z. Mais déjà, juste, on va dire, semi-auto, tu vois, en prenant c'est ça. Un peu... T'as l'erreur, tu la postes, c'est et affolant. Franchement, ça m'a étonné à quel point... En fait, pourquoi c'est affolant ? Parce que là, chez Plus à Conseil, j'ai un client, donc un client qui est dans la data sur Paris, et ils ont en fait une équipe de dev qui a ce problème. Ils ont du mal à récupérer les erreurs ou ce genre de... Enfin, ils ont du mal. Voilà, ils peuvent un peu galérer pour ce genre de choses. Et typiquement, un MCP comme Sentry, c'est ce qu'il leur faut dans leur projet à eux pour en fait automatiser tout ça et les fluidifier. Exactement. Et moi, ce que je vais te dire, c'est que, bon, je donne l'astuce, mais même s'ils n'ont pas Sentry, qu'ils ont... ELK, un Grafana ou n'importe, bien sûr, toi, il reste plus qu'à coder un MCP un peu privé pour le client. Tu le vibe code en plus, le MCP, tu vois, c'est pas complexe. Exactement. C'est terminé, quoi. Enfin, je l'ai implémenté en 1 heure, quoi, le truc. C'est impressionnant, mais... Exactement. Mais non. Ah oui, aussi, ce que je voulais rebondir un peu sur ça avec l'IA, ce qui m'a impressionné, c'est le gain de temps fou qu'on peut avoir en fait avec cette chose. Parce qu'avant, il fallait qu'on comprenne, qu'on apprenne la chose avant seulement de l'utiliser, l'exploiter. Alors que maintenant, tu l'exploites en l'apprenant en fait. Exactement. Et ça, franchement, c'est lourd. Et c'est quelque chose qu'il y a 5 ans, 10 ans de ça, jamais on se serait dit que c'était faisable, en fait. Clairement. Exactement. Non, mais moi, je le redis pas assez souvent, mais le vibe coding, c'est aussi une histoire de planification. Donc, il y a un plan mode dans Claude. Ils viennent d'implémenter le plan dans Cursor. Et petite cerise sur le gâteau, et ça, je t'en ai pas parlé, Cursor CLI, qui vient de sortir il y a quelques jours aussi. Donc, c'est le concurrent de Claude Code, mais en version terminale. Donc, voilà, je te laisserai découvrir ça, mais c'est juste incroyable. Ok, très bien. J'ai vu que tu utilisais plein d'outils. Donc, tu m'as dit Cline, Cursor, Claude Code. L'IA, c'est pas que ça. Tu m'as parlé des MCP. Mais rien que pour le design, tout à l'heure tu parlais de l'IA pour le design, enfin vous avez fait un beau design, etc. On a utilisé Bolt de base. Je sais pas si tu connais certainement. Attends, Bolt, moi je suis le premier sur Bolt. Voilà. Bien sûr. Et franchement, c'est affolant. Enfin, il nous a fait, on va dire, la trame de base du design, et à côté, après, nous, on l'a alimenté, on l'a modifié, etc. Mais c'est affolant le rendu qualitatif qui sort, en fait. Bien sûr. Je fais un petit arrêt sur image sur Bolt parce que ça, c'est très, très intéressant. Bolt, c'est un peu les premiers à avoir mis à disposition directement dans le navigateur un SaaS pour vibe coder, pour créer des interfaces, en fait. Et d'abord, nous, on est très limité en tant que développeur parce que ça reste un peu du front. Il faut qu'on crée des API, des Supabase pour se connecter en base de données, avoir des utilisateurs. C'est un peu complexe. Enfin, c'est pas complexe, mais c'est moins pratique pour nous en tant que dev. Mais par contre, c'est là où je veux insister. Moi, j'ai vu chez mes clients les PO et les PM être exclusivement sur du Bolt ou du Lovable. Et c'est leur outil de prédilection, contrairement à nous qui sommes plus Cursor IDE, Claude Code, etc., parce que c'est moins verbeux pour eux. Mais les Bolt, on est sur des outils SaaS sur lesquels ils font un ARR qui est juste incroyable. Clairement, il y a un sujet. Les PO, pour moi, c'est des PO augmentés, et ça sera eux sûrement qui vont bénéficier le plus de cette partie vibe coding. Exactement. Bien sûr. En fait, c'est ça, le vibe coding, ça ne va pas s'appliquer uniquement pour les codeurs, enfin les développeurs purs, mais pour tout ce qui touche en fait au côté informatique, quoi. Et donc là, Olivier, bientôt, tu n'auras plus le choix. Va falloir que tu t'y mettes aussi. Je suis obligé, malheureusement. Comment ça, malheureusement ? Non, mais en vrai, c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, avec mon regard de marketeur, que l'IA avance tellement vite qu'on est obligé, même l'IA avait révolutionné le marketing. Donc, un jour ou l'autre, on sera obligé de maîtriser l'IA. Sinon, on va se faire dépasser. Mais là, je vous donne un exemple. Tu vois, j'imagine que c'est toi qui fais tous les tests et tous les retours à Amir sur la plateforme. Et aujourd'hui, vous n'avez pas encore pensé à mettre en place justement un système de ticketing qui serait lu par l'IA pour venir apporter le correctif ou en tout cas réfléchir en mode plan à une solution ?
Pas encore. Donc, pour l'instant, on a une dizaine de clients. Oui. On a une 50aine d'utilisateurs. Super. Donc, on arrive à le faire à la main, les retours clients. Ok. Donc, nous, on a un Excel pour l'instant. Ouais, pour le moment, on a fait ça vraiment très simple, un petit Google Sheet avec du ticketing vraiment classique. Bien sûr. Mais oui, à terme, quand l'utilisation plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, là, ça va être plus compliqué. C'est demain. On va être obligé de. C'est demain. Hein. On espère, on croise les doigts. 1 million de vues sur la vidéo, let's go. Allez, 10% de taux de transformation, on y est. Ça va vite, ça va très vite. Ok. Bon, très bien, très bien. Non, mais ok, nickel. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments, toi, dans le vibe coding, où justement, tu as calé? Tu te disais, c'est la limite. Ou est-ce que tu as senti justement que là, tu étais engorgé par quelque chose? Qu'est-ce qui était la limite pour toi, finalement? Alors, pour Captely, j'ai pas vraiment senti de limite. Bon, des fois, je calais sur certains points. Ouais. Mais bon, après, il fallait donner encore plus de contexte, plus de détails. Et ça trouvait la solution. Okay. Mais par contre, je dirais, pour certains secteurs, en fait, moi, à la base, je viens du monde financier. Oui. Et donc, je me suis hyper intéressé à l'algorithmie, etc. Okay. Et j'ai remarqué que le vibe coding pour les marchés financiers, ça a un peu plus de limites que, par exemple, nous, purement ce que j'ai fait du développement pur. Parce qu'en fait, là, ça va dépendre de beaucoup plus de facteurs, en fait, différents. Et des fois, ton code en vibe code, il va être très bien, mais il va pas forcément marcher sur les marchés ou tu vois, ce genre de choses. Bien sûr, ouais. Donc voilà, mais tout est relatif en vrai. Mais pour un objet vraiment purement de développement pur, j'ai pas rencontré vraiment de problème. Pas de problème. Et toi, là, déjà, avec les quelques projets que tu as fait, est-ce que tu penses que le vibe coding s'est adapté à tous les projets digitaux? Alors, je connais pas assez encore le vibe coding pour te répondre, je vais être honnête. Tout le monde. J'ai pas envie de dire quelque chose. Mais avec mon expérience, je pense que oui, franchement, à terme, peu importe le projet, tu montes. Il n'y a pas de raison. Enfin, je vois pas comment ça ne pourrait pas, en fait. Voilà. Ok. Moi, je partage cet avis. Hein, parce que je pose la question, mais elle est biaisée quelque part. Mais ok, super. Et j'ai une question qui fâche quand même, parce que je l'entends quand même beaucoup, partout. Le vibe coding, ça va remplacer les devs? Écoute, honnêtement, je pense que oui, mais pas dans le sens où tous les devs vont disparaître ou ce genre de choses. En fait, je pense qu'il y aura une réhabilitation, je pense, où en fait un codeur va passer à être un vibe codeur. C'est possible, je pense, dans les effectifs qu'il y aura quand même des coupes, parce que du coup, on a besoin de moins de personnes, puisque l'IA fait le travail de plusieurs personnes en même temps. Mais après, on peut voir ça de différentes façons. Moi, j'ai un ami qui est en médecine, ou qui aussi, ils ont eu ce problème avec l'IA. Ouais. Et un de leurs profs, il leur a dit, mais en fait, ce n'est pas du tout un problème. Puisqu'en fait, au lieu de se dire que l'IA va nous remplacer, le grand méchant loup, etc. Non, en fait, l'IA va nous permettre, du moins dans le côté médical, de traiter encore plus de patients. Oui. Et du coup, d'aller encore plus vite, être encore plus productif et avoir encore plus de... désengorger les hôpitaux. Ouais. Donc, en réalité... Peut-être qu'ils vont faire même plus d'argent avec l'IA qu'avant ils le faisaient, tu vois. C'est ce qu'il m'avait dit. Et je partage son avis. Et pour les développeurs, je suis mitigé en vrai. J'ai pas encore pas la réponse, honnêtement. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Mais pour moi, c'est inévitable, honnêtement. Mais moi, je vais te dire, j'ai ressenti un truc sur le marché. Le marché est pas forcément foufou en ce moment pour les devs. Mais en dehors de ça, en fait, en dehors de cet aspect-là, j'ai quand même ressenti... de la part des développeurs juniors, une grosse difficulté finalement à être onboardé dans les entreprises. Moi, j'ai reçu énormément d'annonces, en tout cas de personnes qui souhaitaient m'envoyer des CV pour nous rejoindre. J'ai l'impression que ça va être de plus en plus difficile pour les devs juniors de rentrer dans le monde du développement. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. En fait, oui et non, parce que moi-même, vu que j'ai appris à coder depuis 2022, je m'estime pas comme un junior, mais voilà, on va dire quand même, je suis assez junior dans le milieu, et je pense que l'onboarding, il s'est fait en claquant des doigts. D'accord, ok. Personnellement, après, je sais pas, tu vois, pour tout le monde, mais... Avec toutes les bases que réclamerait une entreprise qui cherche des seniors, tu penses que toi, niveau sécurité, niveau ops, niveau couverture du métier... t'as les bases nécessaires pour faire du dev. Ouais, largement. Ok. Largement. J'adore. En fait, je vais être honnête là, ce que je fais chez Pulsa Conseil ou chez d'autres clients, 99% c'est l'IA. Tu vois, autant que ça soit au niveau de l'audit, que ça soit au niveau de la prise de notes. Maintenant, je sais pas si tu connais Claude
Non, je connais pas. C'est un petit bracelet que tu mets ici. Oui. Et par exemple, là, on est en réunion. Oui. Et en fait, le bracelet va entendre tout. Et il va savoir, moi, je suis speaker 1, speaker 2, speaker 3. Et il va dérouler, en fait, toute la... Enfin, c'est pour te dire, ça dépasse l'entendement. Et, transcription et tout. Voilà. Mais vraiment poussé, vraiment bien fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, voilà. Et après, côté dev, pareil, quoi. Enfin, j'ai une problématique, je l'analyse et j'actionne, en fait, avec ça très rapidement. Ok. Et encore une autre question qui fâche, mais c'est quoi les prochains métiers qui vont être attaqués par l'IA selon toi? Parce que clairement, on l'a vu, les modèles sont sortis. Claude a sorti un modèle qui était incroyable sur la compréhension sur sa capacité à coder. Donc en fait, ce modèle probabilistique de quel sera le prochain mot, il s'est transformé en quelle sera la prochaine ligne de code. Et demain, le prochain modèle, quel métier il va venir concurrencer ou quel métier il va venir augmenter? Je dirais déjà tous les métiers de bureautique. Commencer. Clairement. Ça commence par secrétaire, par... les assistants, ils sont en train de... Déjà, là, les vibe codeurs, ils sont en TT là, pour sortir des assistants de... Ça, je pense que ça va être le premier, des premiers secteurs impactés. Ok. Après, bien sûr, évidemment, tout ce qui touche au développement. Mais après, j'ai l'impression, en fait, limite, tous les métiers libéraux. Par exemple, moi, j'ai une mère qui est psychologue scolaire. Je l'ai aidé avec ChatGPT. J'ai fait vraiment un truc simple. Tu vois, tu peux faire tes propres modèles, entre guillemets, dans ChatGPT où tu lui donnes un contexte, tu lui donnes des fichiers, etc. pour qu'il apprenne. Et tu crées ton propre GPT, on va dire, personnalisable. Donc là, je lui ai fait un psycho-GPT. En fait, elle est psychologue scolaire, du coup. Ok, psycho-GPT. C'est en interne, on n'a pas le droit, tu vois, de le publier ou quoi, parce que c'est un peu particulier. Oui. Mais en fait, pour te dire, ça lui a mâché le travail de 2 à 3 heures en fait, qu'elle passait des fois. Ça lui fait en 20 minutes un résultat qui est à 90% comme ce qu'elle fait elle. Je vais en fâcher certains, mais et le secret professionnel dans tout ça, sachant que la data part chez... Après, tu désactives, tu vois. Ouais, ok. On va pas trop le dire. On reste safe, entre guillemets, on désactive. Après, s'ils le font, ils le font pas. Ça ne dépend pas de nous. Ok, très bien. Mais voilà, en soi, c'est un modèle qui est privé, que tu peux pas partager. Même OpenAI, il t'empêche en fait de le publier en ligne. Tu vois, il peut pas être public, ce modèle. Il est uniquement privé. Voilà, donc c'est un usage privé sans... Très bien. Et puis elle anonymise bien évidemment aussi les noms, tu vois, les gens, etc. Parce qu'on n'a pas le droit quand même, c'est un minimum. Ok, super. Et je reviens à toi, Olivier. Aujourd'hui, toi qui n'es pas codeur, mais en tout cas dans ton quotidien, comment tu utilises l'IA, la génération, justement, c'est quoi ton usage, toi Finalement, l'IA m'aide à gagner du temps. Je vais te prendre un exemple tout bête. Maintenant, avant, on faisait du SEO, on faisait du contenu. Maintenant, la manière de faire du SEO a changé avec les IA, avec les LLM. Quand on veut envoyer des mails, donc il y a une étape, c'est la compréhension de l'audience. Et donc, moi, l'IA m'aide beaucoup. Parce qu'ils ont des bases de données assez larges. Donc, ils m'aident justement à gagner du temps sur cette étape. Pour le copywriting également. Donc, non, vraiment, je m'en sers au quotidien, vraiment sur mes tâches, vraiment d'une manière opérationnelle. Ok, très bien. Et demain, comme intégration, en fait, demain, j'imagine que vous allez avoir des intégrations IA dans Captoli. À quoi ça va ressembler? Vous avez déjà une petite idée? Écoute, on a quelque chose, mais je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Non, ça va arriver. Ça va arriver. Ok, j'ai compris. Il y a de la concurrence là, ok. Très bien, le mystère. Ok, ça marche, entendu. Non, mais ouais, je m'en sers au quotidien et je suis obligé de passer par là. Ok. Donc, tous les marketeurs s'en servent, donc si je commence pas à y mettre, je prends un retard. Je prends un retard sur le marché. Ouais. Donc ouais, je m'en sers régulièrement. Ok, trop bien. Non, là, franchement, vous avez envoyé énormément de valeur. Je terminerai par une question qui est en fait assez simple, mais je voudrais avoir peut-être une petite anecdote autour de l'IA, de la génération IA, autour du vibe coding. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu des choses qui vous ont peut-être offusqué, mais vous n'avez pas osé rebondir dessus et que là, vous voudrez peut-être lâcher un coup de gueule sur... voilà, on m'a dit que
l'IA allait remplacer les devs, sauf que moi je suis pas d'accord, ou inverse. Est-ce que vous avez des petits sujets comme ça? Écoute, moi j'ai une petite anecdote qu'on a partagée tous les deux, et même toute notre classe. Ok. C'était du coup au Master 2 qu'on a fait. Je vais être honnête, 95% de notre classe a fait son mémoire avec GPT. Allez. Mais honnêtement, tu vois, de A à Z. Il faut le dire, on s'en fout. Moi, Ok. Et donc en fait, bon, ça nous a aidé, on l'a eu, etc. C'est super. Bien Mais sûr. derrière, ça pose aussi un problème, et c'est dire en fait, l'éducation comme nous on l'a connue dans le passé, avec les profs, tu vois, l'apprentissage, comment ça va être dans 10 ans, 15 ans pour, tu vois, tout à l'heure on parlait de c'est quoi qui va être le plus impacté. Moi je pense que ça va être l'éducation en première qui va être le plus impacté. Parce que demain c'est trop facile en fait pour un gosse de tricher entre guillemets, tu vois, un QCM. Moi, en même temps, facile aujourd'hui. J'ai appris à l'école à l'époque sur des antisèches. Hein. C'est comme ça que j'apprenais mes cours. Mais les antisèches, c'est toi qui les écrivais. C'est vrai, c'est moi qui les écrivais. Là, donc on est en train de dire que nos gosses vont être de plus en plus... Non, moi, je dis pas non plus ça, mais j'aimerais bien... Enfin, j'ai hâte de voir en fait l'évolution là-dedans. Clairement. C'est ça. Ça va être intéressant. Et c'est marrant parce que j'ai un pote à moi que je dois inviter la prochaine fois sur ce podcast, qui s'appelle Antoine, et qui lui s'est tout de suite mis à l'IA au service justement de l'éducation. Trop fort. Donc non, très très intéressant. Ça sera vraiment ça, ce genre de... C'est vraiment là pour moi, je pense, les renouveaux qu'on aura, ça va être dans ce genre de choses en fait. C'est ça. C'est ça, Non mais trop bien. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Est-ce que il y a quelque chose que vous auriez souhaité rebondir dessus, un sujet en particulier? Pas spécialement, c'est pas toi. Écoute, déjà je pense qu'on a déjà quand même couvert pas mal de sujets. Moi ce que j'aimerais dire c'est que vraiment le vibe coding pour moi c'est la vie honnêtement. Je connaissais pas il y a 6 mois de ça, depuis ça m'a... J'ai l'impression de prendre des super pouvoirs, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Et ça permet aussi de faire pas mal de choses en même temps. Donc. Et aussi, il faut pas que les gens ils aient peur ou ils se disent non mais je comprends pas, c'est trop dur pour moi, etc. Non. En fait, il faut oublier ça. Il n'y a pas de chose qui est trop dure en fait, dans la vie. Et encore plus avec ce genre d'outils maintenant, c'est vraiment simple. Je vais dire sur ce sujet-là, je rencontre beaucoup de gens qui lancent par exemple un curseur, qui lance un bolt, ils lâchent un prompt, ok ça marche pas, ils abandonnent, ils partent. Oui, après c'est ça. Il faut avoir aussi la niaque, se dire pourquoi ça marche pas, chercher, etc. On n'est pas encore dans le monde parfait des bisounours, on appuie et ça se fait. On n'est pas encore. Quoique j'ai une initiative, j'essaierai de l'inviter aussi. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Ralph. Il a créé le repo qui est en top tendance aussi, qui s'appelle Claude Taskmaster. Et clairement, à partir d'un prompt très bref, le mec te crée un PRD de projet, la spécification technique. Et en fait, il a son IA qui est en mode TT dans Claude, YOLO, et qui va automatiquement te construire tout le plan sur un brief simple, tu vois. Donc, il y a une trajectoire où on va être encore de moins en moins exhaustif dans notre manière de spécifier le projet pour obtenir un résultat, et à nous ensuite de le cadrer, de l'orienter, etc. Mais franchement, impressionnant. En tout cas, je vous remercie. Merci pour l'invitation. Et puis, à la prochaine fois. À la prochaine. Plaisir.